Eh bien, après l'analyse quantitative, l'analyse qualitative. Et c'est Véronique Monnier qui va nous présenter son expérience. Véronique Monnier est un personnage unique en néphrologie pédiatrique. Véronique Monnier, c'est 27 ans d'exercice auprès des enfants atteints de maladies rénales chroniques et en particulier d'insuffisance rénale terminale. Ça veut dire des centaines d'enfants, des centaines d'expériences individuelles dont elle va nous rapporter aujourd'hui la synthèse. Mais à vous la parole. Bon, on va quitter un peu les sphères extrêmement scientifiques que vous avez entendues ce matin pour passer à quelque chose de beaucoup plus quotidien, me semble-t-il. Donc déjà, je vous remercie de m'avoir invité et j'espère que je vais pouvoir avec vous faire le parcours de ces parents de l'annonce de la maladie rénale de leur enfant jusqu'à l'intégration de cette maladie dans le quotidien. Donc Étienne Chatiliez parle de la vie qui est un long fleuve tranquille. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on est atteint d'un enfant qui rentre dans la maladie comme ça. Et on va pouvoir tout de suite la survoler rapidement, avant le stade de l'hypoglycémie, de l'annonce diagnostique jusqu'à notre enfant lorsqu'il est devenu grand, et voir quelques réactions initialement à l'annonce, comment les familles vont s'adapter, en positif évidemment, le parcours différent selon l'âge de la survenue de la maladie, la transplantation, les secousses, la famille, et voilà. Donc l'annonce, voilà ce que j'entends dans mon bureau. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mais c'est affreux, c'est un cataclysme. Il y a le sol qui s'ouvre sous mes pieds. Ces images sont vraiment les images que je percevais lorsque les parents m'en parlaient. Les réactions générales initiales ne sont pas propres à la maladie rénale chronique, elles ne sont pas spécifiques, on les retrouve dans toute annonce d'une maladie grave. Les parents à qui on annonce ce type de maladie se retrouvent dans un état de confusion et de sidération qui peut aller de l'incompréhension de ce qui est dit à la désorganisation totale. Cette maman qui dit « le docteur m'a expliqué, mais j'ai rien compris ». Il faut vraiment bien sûr tout reprendre à zéro, vous verrez pourquoi. Les angoisses de mort sont à ce moment-là de l'annonce au premier plan. Une maman me parle de l'annonce qui a été faite aux échographies en anténatale. Il m'a dit qu'il y aurait peut-être quelque chose. J'avais peur de perdre mon bébé et je n'ai pas pu écouter. Donc, elle ne savait pas ce qui allait se passer à la naissance. La colère et le déni sont également des sentiments qui sont facilement exprimés, des ressentis. Les parents qui vont dire « mais ils se sont peut-être trompés, mon bébé fait pipi quand même ». Donc effectivement, même le discours médical ne peut pas être entendu. Les parents restent dans le déni pour se protéger. Au stade de l'annonce, et même lorsqu'ils en reparlent des années après, toutes ces familles, je retrouve chez toutes ces familles la perte des repères spatio-temporels. Ils ne savent plus où ça a été annoncé. Est-ce que c'était à la maternité, en néonat éventuellement, en néphrologie, dans l'hôpital de secteur? Ils ne savent plus. Et quand est-ce qu'on leur a dit? Ils ne savent plus si c'est le même jour, le lendemain. Ils sont complètement perdus. Et ils expriment une atteinte narcissique, en particulier dans les annonces qui sont dans la période vraiment néonatale, parce qu'ils attendaient un bébé, ils l'imaginaient, comme vous connaissez la notion du bébé imaginaire attendu pendant la grossesse. Et là, la réalité, évidemment, elle est très loin, et c'est une atteinte. Je ne suis pas arrivée à faire le bébé que j'imaginais avoir. Et par ailleurs, ils expriment un sentiment d'impuissance, d'incapacité, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ce bébé qui est malade? Ils se sentent impuissants, incompétents. Parfois, par contre, ils expriment un soulagement qui est assez paradoxal, on leur annonce quelque chose de grave, mais ils étaient dans des interrogations jusque-là restées sans réponse. C'est plus fréquent quand les diagnostics sont à une période plus tardive. Et là, les parents disent « mais maintenant qu'on sait ce qu'il a, on va savoir où on va ». Et quelque part, il y a une diminution de cette angoisse de ne pas savoir. Et ensuite, une fois l'annonce faite, il va falloir assimiler le fait que cette maladie-là, la maladie rénale chronique, eh bien, c'est la chronicité qui va être importante à intégrer. Et ça va se faire d'une manière progressive. Il va y avoir une résignation et qui va permettre l'acceptation du diagnostic et qui va finalement faciliter ensuite les capacités d'adaptation afin de pouvoir continuer la vie. C'est un stade où les angoisses de mort dont je vous parlais tout à l'heure vont diminuer. Par contre, il va rester une anxiété latente par rapport au futur, puisqu'on leur annonce des étapes sur la prise en charge de l'enfant malade. D'une part, donc évidemment une anxiété, comment ça va se passer, et l'anxiété de savoir si cet enfant, ce petit enfant malade, va pouvoir faire son développement normal comme tout autre enfant, apprendre à marcher, à parler, aller à l'école et avoir des petits copains après. Voilà. Donc c'est des questions qui se posent très très tôt et quand elle se pose, déjà, on est dans une projection de futur et ça devient quelque chose de rassurant.
La culpabilité, par contre, reste souvent assez sensible et il n'est pas rare d'avoir des phénomènes d'agressivité que les parents peuvent retourner soit sur leur enfant, qu'ils vont éventuellement envoyer bouler parce que vraiment ils n'en peuvent plus, et également parfois sur la médecine. Et là, dans tous les médecins, je pense que vous avez souvent eu affaire à des familles qui sont revendicatrices. Malgré l'assimilation de la chronicité, il va y avoir quand même des phases de découragement qui peuvent survenir avec alors des éléments dépressifs et parfois, plus grave, l'adaptation n'arrive pas à se faire et on a comme ça des situations où tout se fige à un stade qui peut entraîner des difficultés relationnelles ultérieures. Et je pense à la maman d'Alexandre qui me dit « mais c'est comme si c'était hier, j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose ». Là, il a 16 ans. Donc après avoir assimilé la chronicité, ce qui était déjà pas facile, il va falloir s'adapter sur le long cours et là ça va nécessiter du temps. La temporalité elle est nécessaire pour instaurer un nouveau mode de vie qui va permettre d'arriver à avancer. Il va donc y avoir la mise en place de nouveaux repères avec une nouvelle manière de fonctionner sur le plan familial et professionnel. C'est ce que j'appelle le temps des astuces et ce sont les parents qui m'apportent ces astuces comme le régime au restaurant. Oui, c'est possible. Il me disait un papa assez gourmet qui effectivement avait un copain qui était cuistot et qui lui téléphonait avant pour préparer un petit repas sans sel pour son enfant et comme ça ils allaient tous en famille au restaurant et c'était quand même la soirée resto qui pouvait se passer. Et je dis oui aussi aux nouveaux projets. Je conseille juste cette fameuse assurance annulation. Donc bien sûr sur le plan pratique ça existe, hein, tous les billets sont annulables, mais également dans sa tête. Construire des projets, mais se préparer à ce que peut-être ils soient annulés, voire reportés. Et à ce prix, on va voir les parents récupérer ou instaurer un équilibre psychologique qui va permettre d'avancer. Cependant, ce n'est pas parce qu'on a un bon équilibre psychologique qu'on n'a pas d'angoisse. Et ces angoisses peuvent être réactivées à des moments, soit les événements médicaux, évidemment les rechutes, l'aggravation de l'insuffisance rénale, les stades de la création de la fistule, la dialyse, la greffe évidemment, mais également tout simplement les événements familiaux, la naissance d'un deuxième enfant, hélas parfois une séparation conjugale, ou bien une reprise de travail, et encore plus la scolarisation de ce petit enfant malade, qui est vraiment un temps extrêmement fort. Tout ceci va être impacté par l'histoire personnelle de chacun des parents. Et effectivement, il va falloir tenir compte de ce qui s'est passé avant, parce qu'il peut y avoir dans l'annonce et dans la maladie, la prise en charge d'un enfant malade, cela peut réactiver des traumatismes antérieurs. C'est pour ça que, en tout cas moi personnellement, dans mes entretiens de psychologue, j'apprécie le mieux que je peux les antécédents de chacun des parents, médicaux s'ils veulent m'en parler, mais surtout leurs expériences de vie préalables. Par exemple, Jonas, les parents de Jonas, il y a eu un diagnostic anténatal d'atteinte rénale, mais la grossesse n'était pas du tout attendue puisque la maman avait été annoncée comme ne pouvant pas avoir d'enfant. Donc elle découvre tardivement la grossesse et tout de suite après, on découvre une atteinte rénale aux échographies alors qu'elle était vraiment dans des projets professionnels tout neufs. Et cette fin de grossesse est vécue d'une manière chaotique. Elle dira « on m'a enlevé mon enfant ». Et lorsqu'il y a la confirmation des problèmes rénaux réels, après la naissance de cet enfant, cette maman n'arrive plus à se situer dans le temps. Les interactions avec son bébé sont difficiles à mettre en place, très discontinues. C'est une maman qui veut passer une demi-heure un jour, passer une journée entière 3 jours après. Elle a du mal à s'attacher en fait. Et la confiance dans l'équipe n'est pas si facile à instaurer. Et là, effectivement, la place du psychologue est vraiment d'accompagner dans la construction du lien. A l'inverse, les parents de Isia, cette maman a eu une enfance épouvantable, marquée par de la maltraitance, et je passe les détails, et elle n'avait qu'un souhait, c'était avoir une famille, faire sa famille. Elle trouve un compagnon, et ils ont un enfant. Le même tableau, on découvre une maladie rénale très précocement, mais toutes les annonces ne sont pas du tout quelque chose qui va altérer l'équilibre de cette maman, qui est tellement dans son projet de vie qu'elle accepte très facilement tout ce qui va lui être annoncé comme charge à venir. Voilà, toutes les secousses vont mener à la greffe, mais toutes les routes vont mener à la greffe, mais il va y avoir des secousses. C'est une course d'obstacles. Bon, vous les connaissez tous, donc je vais passer vite. Hein. Le bébé, si c'est dans la très jeune enfance, il va y avoir éventuellement la nécessité d'une nutrition assistée. Après, il y aura possiblement la période de dialyse, ou bien
à la maison ou bien à l'hôpital, la transplantation rénale, qui est évidemment l'événement qui est attendu, soit préemptivement sans dialyse, soit après dialyse, avec un donneur vivant, avec un donneur décédé, le suivi post-transplantation, le risque de complications. Donc tout ça, ce sont des secousses. Et dans le même temps, il va falloir veiller à ce petit bonhomme qui va continuer son développement psychomoteur, s'autonomiser au fur et à mesure qu'il grandit. Il me semblait important de souligner l'impact de l'âge de l'enfant en diagnostic sur son parcours. Là, je vous ai mis 2 images de photographies. Un petit bonhomme actuellement dialysé chez nous, qui est encore tout petit, comme vous le voyez, et 2 jeunes filles, l'une greffée, l'autre dialysée. Et les réactions ne vont pas être les mêmes. Lorsque le diagnostic se fait en période néonatale, ce qui est le plus touché, c'est la parentalisation, c'est-à-dire le fait de rentrer dans son rôle de parent. Encore plus, il s'agit d'un premier enfant, parce que la maladie va aller interférer sur une double vulnérabilité. Le bébé est un être vulnérable, le bébé malade est un être encore plus vulnérable, et les parents d'un enfant vulnérable sont encore plus vulnérables eux-mêmes. Et tout ça se fait en boucle, évidemment. Ils expriment souvent un sentiment de disqualification parentale. Ils se sentent d'autant plus disqualifiés quand il y a des troubles alimentaires qui sont assez fréquents lorsque la maladie rénale est précoce. Cette maman qui me dit « mais moi je ne veux pas que ma fille rentre à la maison avec la sonde, c'est à moi de la nourrir ». Pour elle, ne pas être une mère nourricière est quelque chose qui est insupportable. À ce stade précoce de la maladie, la médicalisation parentale est fréquente et effectivement on a à la maison des parents médicaux tandis qu'à l'hôpital on a les paramédicaux. Ces parents médicaux face aux paramédicaux peuvent entraîner des sentiments de rivalité avec l'équipe hospitalière lorsque l'enfant doit être hospitalisé parce qu'effectivement on a affaire à 2 équipes soignantes finalement. Et par ailleurs, ces parents d'enfants malades expriment souvent une jalousie envers les enfants bien portants qu'ils peuvent croiser. Une maman me disait « mais moi quand j'achète mon pain à la boulangerie, je ne supporte pas ces parents qui râlent parce que leur fils réclame un croissant. Le mien, jamais. Voilà, il n'attend qu'une chose, c'est que cet enfant mange. » Ce qui sera le cas lorsqu'il va grandir et qu'il aura eu accès à la greffe. Le parcours, quand l'insuffisance rénale est néonatale, c'est une continuité un petit peu infernale. Je vous ai fait une opération, une hospitalisation immédiate, le bébé qui sort avec la médicalisation à la maison, la nutrition assistée, après la dialyse à la maison ou à l'hôpital, il faut courir, aller, venir, tout ça dans l'attente de la greffe qu'il faut préparer, donneur vivant ou non. Donc tout ça, c'est un poids très important de la maladie sur le quotidien. Et donc les bouleversements du quotidien est extrême, avec très souvent, malgré tout, les efforts qu'on arrive à faire, une nécessité d'aménager les emplois sur le plan professionnel. Du coup, la transplantation rénale, elle est attendue comme une délivrance, comme la fin des contraintes. Et ensuite, il y a quelques risques. Le risque, je vous ai déjà touché un mot, c'est sur le plan des interactions précoces des parents avec leur bébé. On peut avoir des tableaux de relations fusionnelles ou au contraire des difficultés d'attachement. L'enfant peut être un peu vécu comme un persécuteur. C'est un mot un peu fort, mais c'est un mot que j'ai entendu. Les tableaux de surprotection sont extrêmement fréquents, mais le problème de la surprotection, c'est que l'enfant il va avoir plus de mal à s'autonomiser ultérieurement. Parfois, cet enfant va avoir une place à part, l'enfant mis sur un piédestal ou l'enfant mis sous cloche. C'est pas la même chose, mais dans les 2 cas, il a cette place à part. Et pour les parents, souvent, des difficultés à poser les bonnes limites. Ce sont des parents souvent un petit peu trop permissifs. Et le risque, c'est d'avoir après un petit tyran domestique à la maison. Une autre question, c'est dire ou ne pas dire à son enfant et quoi dire à son enfant lorsqu'il était malade si petit. Il y a effectivement des risques de non-dit, voire le déni. Les parents de Ahmed, par exemple, un enfant qui a été greffé à 3 ans, ne lui ont jamais dit qu'il avait été auparavant nourri à la maison par gastrostomie. Moi, je le vois à 12 ans, il a des problèmes scolaires et relationnels, et très vite on parle de son histoire médicale. Il me fait part de sa cicatrice, il sait bien qu'il a été greffé, et il me dit « mais moi j'ai 2 nombrils ». Et je comprends pas, mes copains se moquent de mes 2 nombrils. Bon. Et je vois bien que c'est quelque chose qui le tracasse. Je veux pas lui dire moi-même que c'est pas 2 nombrils qu'il a. Je demande au papa de venir. Le papa accepte d'expliquer à son enfant que la cicatrice de la gastrostomie n'est pas un nombril. Les 2 nourrissent, sont des accès pour nourrir, mais effectivement il y en a un qui est bel et bien artificiel. Et l'enfant est complètement soulagé quand il sait qu'en fait il est comme les autres. La cicatrice de la greffe, il s'en fiche. Ce qui l'embêtait, c'est d'avoir 2 nombrils. Donc il n'a qu'un nombril et il est rassuré. Mais le papa est totalement effondré d'avoir dû révéler quelque chose qui était tenu comme un secret.
Alors à propos de gastrostomie, je suis désolée, c'est pas le même enfant, mais je pense que c'est une problématique fréquente chez les enfants. Voici un dessin, je ne sais pas s'il apparaît, oui ça va. Donc c'est un petit garçon qui fait un dessin de la famille, et là vous le retrouvez, hein, on le voit bien, il est là, on le reconnaît évidemment parce qu'il a une jolie cicatrice de gastrostomie à la petite échelle. Et puis moi je lui demande, et ça c'est quoi ? Alors il me dit, le grand trait, c'est la cicatrice donnée par maman. Il ne dit pas que maman a donné son rein, il dit que maman a donné sa cicatrice. Il faut remarquer au passage qu'il n'a pas mis la cicatrice sur le ventre de sa maman. Ça, ce que je vous ai entouré, c'est celle qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est pas qu'on ne la voit pas, c'est qu'on ne la parle pas. On ne la parle, je sais pas comment on peut le prononcer, parle pas à la maison. Elle n'est pas dite. Et donc, lui, il sait qu'il l'a, il la dessine, mais il ne peut pas la nommer puisqu'il dit on ne la voit pas. Voilà. Lorsque l'insuffisance rénale survient plus tard dans l'enfance, là, les parents expriment un sentiment de faille dans le rôle protecteur qu'ils avaient jusqu'alors auprès de leur enfant. Et une culpabilité, là encore, mais qui est plus souvent peut-être projetée sur les soignants. Récemment, un enfant est suivi et pris en charge pour une insuffisance rénale presque terminale, il a fait son parcours depuis. Et les parents disent, mais on avait vu le médecin pour sa croissance, et il ne s'inquiétait pas. Il s'agissait d'une fratrie de jumeaux, et effectivement, il y avait 3 DS d'écart entre les deux, il y avait de quoi s'inquiéter. Comment gérer l'adolescent? Voilà, ce sont toutes des questions. Comment gérer l'adolescent malade quand il va perdre son autonomie? Il vient juste d'accéder à l'autonomie, il a le droit de sortir, éventuellement sortir tard le soir. Et là, non, il va falloir poser des nouvelles limites. Donc il va aussi savoir faire confiance. Et en plus, plus l'enfant grandit, plus il va prendre part aux décisions. Et les décisions qui vont être discutées peuvent se faire en opposition aux parents, ce qui fait qu'on peut induire un risque de ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Est-ce que je dois suivre ce que dit mes parents? Est-ce que je dois suivre ce que dit le médecin? Est-ce que je dois suivre ce que dit la diététicienne? Ou est-ce que je dois suivre le régime encore plus sévère que me colle ma maman? Voilà, tout ça, c'est source de conflits intrafamiliaux ensuite. Et donc le conseil, évidemment, mais c'est pas facile, c'est de trouver la juste place. De la protection, oui, mais pas trop. De la responsabilisation, oui, mais pas trop. L'enfant n'est pas responsable, les parents restent responsables de l'enfant, même si c'est un adolescent. Quand l'insuffisance rénale est plus tardive, le parcours, eh bien, il commence par le chaos initial à l'annonce de la maladie. Et après, bien souvent, il y a une période de tranquillité relative. L'enfant va de temps en temps en consultation, il a des bilans, il prend ses traitements rénoprotecteurs et sa vie est absolument ordinaire. Et il y a donc l'espoir de tenir. Il y a une anxiété larvée qui se réactive quand il y a les bilans. On va voir si la créate est toujours aussi sympathique. Donc c'est la période de l'épée de Damoclès. Ça va tomber, mais quand ? Quand c'est là, c'est quand il y a l'insuffisance rénale qui va s'aggraver, le suivi devient plus strict, plus régulier, et puis irrémédiablement, on arrive à l'insuffisance rénale terminale, et là il y a une majoration de l'angoisse, parce que là on y va, on va soit préparer la fistule pour aller vers la dialyse, pour aller vers la greffe, soit développer un projet de greffe intrafamiliale préemptive, voilà, mais dialyse ou transplantation rénale, là tout à coup le rythme n'est plus le même de la vie. Et la transplantation rénale, là, elle est vécue plutôt comme un effondrement de l'espoir. On espérait que cela tienne encore longtemps, une forme de pensée magique. Et parfois, le diagnostic est d'emblée une insuffisance rénale terminale. Donc là, c'est la totale, hein, le marasme, la désorganisation, plus personne ne comprend rien. Et la maladie, pourtant chronique, est vécue sous une forme de maladie aiguë, dans l'urgence. Et du coup, le temps dont je vous parlais, la temporalité nécessaire, fait défaut pour intégrer cette notion de chronicité. Le plus souvent, ça va très vite avec une mise en dialyse immédiate sur cathéter ou la dialyse péritonéale. Parfois, on arrive à tenir et d'aller vite vers une transplantation préemptive avec un donneur vivant. C'est le cas de Manon, qui a été greffée en préemptive avec le rein de sa maman, juste quelques mois après le diagnostic. Après, elle est réhospitalisée en post-transplantation d'une manière qui nous semble banale. Et là, elle me dit « Mais ça va jamais finir, cette affaire ?» Voilà, effectivement, dans ces cas-là, la transplantation rénale risque d'être vécue comme une guérison et non comme un remède. Et donc la problématique, ça va être d'intégrer les contraintes ultérieures. Les greffes, la greffe, un petit mot quand même sur les réactions des parents face à la greffe de leur enfant. La figure du donneur vivant dont je viens de parler, là il y a effectivement quelque chose de très valorisant pour celui qui a donné. C'est une image positive de réparation, mais attention au post-don blues, hein, c'est pas le postpartum mais c'est le post-don blues. Une fois que le donneur a donné, eh ben, il peut retourner à la maison et reprendre sa vie ordinaire. Mais ce n'est pas si ordinaire que d'avoir donné. Également, penser à la place difficile de celui qui n'a pas donné et qui, éventuellement, lui, n'a pas cette valorisation, d'une part, et d'autre part, va avoir à gérer la double angoisse d'avoir deux
les deux proches en même temps hospitalisés. Le mari d'un côté, par exemple, et l'enfant de l'autre, ou la femme et l'enfant. Et un tout petit mot, bien que ce ne soit pas le sujet de parler des enfants, mais des parents, un mot quand même sur l'ambivalence du receveur qui, pour aller mieux, va devoir quand même altérer la santé, imaginer qu'il va altérer la santé de son papa ou de sa maman, et la fratrie du receveur qui est déjà certainement un peu jalouse de ce petit malade qui prend beaucoup de place et qui en plus va toucher à la santé d'un des parents. Néanmoins, dans le cadre du donneur vivant, l'intérêt, c'est que la préparation globale va être plus aisée. Le donneur décédé va voir apparaître des sentiments ambivalents. Il y a l'attente anxieuse de l'appel, ça c'est terrible, d'attendre. Mais lorsque ça arrive, là, il y a à la fois l'euphorie, c'est le jour J, et l'angoisse pour l'enfant qui va passer au bloc. Et en même temps qu'il y a ces sentiments d'euphorie, il y a vraiment l'expression du chagrin pour le donneur, qui n'est plus là, mais auquel leur enfant va aller mieux. Et l'expression de sentiments de reconnaissance pour la famille, et c'est quand même encore assez fréquent que les familles demandent une forme, comment pouvoir remercier. Et donc, ils peuvent écrire des courriers qu'on confie à l'agence de biomédecine. Une fois que la greffe est faite, le problème, c'est que même si tout va bien, il reste cette anxiété flottante, latente, à l'idée que la greffe peut ne pas durer toute la vie. Et donc c'est quelque chose qui est lourd. Et parfois il y a de la colère vis-à-vis de l'adolescent parce que lui, avec ses conduites à risque éventuelles, va pouvoir risquer de compromettre les efforts qui ont été fournis pendant toute ces années par les parents. Voilà, un mot sur le couple, la fratrie, la famille élargie. Je vais essayer d'aller vite. Voilà. Les liens conjugaux dans l'annonce de la maladie vont se renforcer ou se distendre. Le bon fonctionnement, évidemment, c'est d'être un couple complémentaire. C'est le fonctionnement idéal. L'un va pouvoir tirer l'autre vers le haut. Parfois, on voit une distance s'installer dans le couple et éventuellement, ça peut aller jusqu'à l'éclatement du couple. Par exemple, l'un des deux va s'hyper investir dans les soins, il ne laisse pas la place à l'autre et l'autre va se réfugier dans le travail. Maintenant, entre l'œuf et la poule, je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a un qui se sauve dans le travail que l'autre s'hyper investit. Je n'ai pas fait de statistiques dans ce domaine. En tout cas, les conseils, c'est de savoir prendre soin de soi. De toute façon, il faut prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. S'autoriser des parenthèses à deux, en couple, ce qui va permettre d'ailleurs d'obliger à confier l'enfant malade à un tiers et donc de lutter contre une relation trop fusionnelle. Et quand ça ne va pas, ne pas hésiter à consulter ensemble le psy. Je passe sur cette vignette clinique. La fratrie, c'est un gros problème. Comment gérer la fratrie? C'est une source de stress et de culpabilité. Quel parent n'a pas dit « je voudrais me couper en deux », mais évidemment il ne peut pas. Et donc ça va obliger à des réaménagements de la vie de famille. Ceux qui ne fréquentaient pas la garderie vont trouver la garderie, les cantines. Les aînés vont être responsabilisés par rapport aux puinés. Mais attention au risque de parentalisation. Un frère aîné reste un frère. Il est dans la même tranche générationnelle. Il ne prend pas la place des parents. Et attention également au fait que si on s'intéresse trop à l'enfant malade, les autres risquent d'être satellisés autour de l'enfant malade. Donc, moi j'aime bien donner une place à la fratrie à l'hôpital et je propose à tous les parents de recevoir les frères et sœurs, de leur montrer qu'on s'intéresse également à eux. Ce qui est important, le message, c'est qu'il faut savoir reconnaître les difficultés, savoir appeler à l'aide et savoir accepter les aides. Cela n'a pas été le cas de la famille B, qui était débordée par la paramédicalisation du fait de 2 enfants atteints d'oxalose à la maison. Travailleuses familiales et aides ménagères ont été refusées pour des raisons diverses, dont culturelles, alors qu'il y avait un retentissement terrible tant sur le couple que sur la fratrie. Enfin, un mot sur la famille élargie, les amis et le travail. Évidemment, le soutien des proches est extrêmement important. Les grands-parents ils peuvent reprendre du poil de la bête à ce moment-là par le nouveau rôle qu'ils vont jouer. Mais attention à ce qu'ils n'aillent pas disqualifier des parents qui sont très vulnérables. La vie sociale, mon collègue en parlait, c'est effectivement très important de lutter contre le piège de l'isolement social que la maladie chronique peut induire. Un bon moyen, c'est de maintenir l'activité professionnelle. Il y a maintenant des aménagements tels que les AJPP, allocations de journée de présence parentale, je crois, qui permettent à des parents d'être très présents à l'hôpital tout en conservant leur emploi. Mais quand l'arrêt professionnel est nécessaire, moi je conseille d'avoir quand même de nouveaux intérêts, de ne pas rester complètement cloîtré à la maison autour de l'enfant malade. Et en tout cas, de ne pas prendre aucune décision hâtive. Et après, on va arriver à la fin, puisque notre enfant est devenu grand. Donc il va s'envoler du nid, mais quand on est parent d'un enfant qui a été malade toute son enfance, il y a une majoration du syndrome de l'oiseau qui quitte le nid.
Effectivement, les parents expriment un sentiment de perte du rôle protecteur qu'ils avaient eu de gré ou de force par l'investissement ou le surinvestissement qu'ils avaient dû mettre en place autour de la maladie chronique de leur enfant. Et j'ai constaté que le lâcher-prise était d'autant plus important et difficile que, d'autant plus difficile que la maladie est survenue précocement. Donc là, je vous ai mis effectivement un Tanguy, mais un petit peu inversé, c'est-à-dire que c'est peut-être les parents qui empêchent Tanguy de prendre son envol et un petit oiseau qui va quand même prendre son envol. Et point d'interrogation, c'est bien la place des parents. Là, une des réponses actuelles, c'est de développer, grâce à l'éducation thérapeutique du patient, un travail autour de la transition entre le jeune devenu grand pour le préparer au passage dans les équipes d'adultes. Dans ce travail, on développe maintenant la prise en charge également, enfin, la préparation de ces adolescents, jeunes adultes, mais également des parents. Et donc, il me semble que l'autonomie se prépare à l'avance. Et je n'ai pas mis la dernière de mes recettes, mais pas plus tard qu'hier, une maman me disait qu'elle voulait créer une association. Donc, je lui ai donné la liste des associations parce qu'effectivement, je crois que faciliter la communication et les échanges de parents à parents est quelque chose qui est d'une grande richesse pour les aider. Voilà, je vous remercie de votre intérêt. Ça, c'est une verticale de la perturbation de la vie courante dans une famille quand on annonce une maladie rénale et donc une maladie grave. Voilà, je vous laisse poser des questions. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Rémi Salomon, et puis après Renato Montero, Bruno Moulin. Merci madame pour cet exposé absolument remarquable. Vous avez fait vraiment une revue de tous les, peut-être pas tous, mais enfin la majeure partie des problèmes qui se posent dans notre pratique quotidienne, et ça donne un peu le vertige. Et je crains, enfin moi en tout cas, je trouve qu'on manque de temps pour aborder ces problèmes. Ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps et ça nécessite du personnel qu'on n'a pas toujours. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ça, c'est la réalité. Hein. Malheureusement, elle est comme ça, et c'est vrai que aussi bien le temps psychologue en premier, bien entendu, mais le temps du médecin, le temps de l'infirmière manque cruellement. Et je pèse mes mots. Je voulais juste retenir deux éléments sur votre exposé, parmi les tant d'autres. L'annonce du diagnostic était évidemment un moment, vous l'avez bien dit au départ, absolument déterminant, et particulièrement en anténatal. Et on aborde cette question actuellement, on essaie d'aborder avec une sociologue, étudier un petit peu le discours au moment de cette annonce, qui peut laisser des traces, peut avoir un impact direct sur, par exemple, une interruption médicale de grossesse. Bon, les parents, on ne les voit plus, ils ne seront pas finalement parents, mais on peut imaginer les traces que ça laisse chez eux à l'avenir, et peut-être pour les enfants à venir, comme vous l'avez souligné. Et puis, juste à propos de cette annonce diagnostique, souvent, donc, la maladie commence dès le début de la vie. On voit l'enfant, on suit l'enfant pendant toute sa croissance jusqu'à l'âge adulte. Et finalement, peut-être de temps en temps, enfin, on oublie de réexpliquer à l'enfant sa maladie. Cette maladie qui a été expliquée à ses parents. Et donc maintenant, j'essaye de prendre, mais là, ça aussi, ça prend du temps, c'est-à-dire à un moment donné, aux alentours de la préadolescence, et bien de reprendre en tête-à-tête avec le gamin et de repartir à zéro, parce que souvent il reste un peu en retrait, enfin moi c'est ce qu'on observe assez souvent, et il se désintéresse, il n'a pas l'investissement qu'il pourrait avoir si on avait tout expliqué. Enfin je voulais avoir juste à votre avis sur ce deuxième point. C'est sûr que ce que j'appelle les réannonces sont indispensables, il faut s'adapter à l'âge de l'enfant. Un enfant tout petit, on va lui parler parce qu'il est dans les bras de sa maman ou de son papa, mais après il va falloir s'adapter à son stade de maturation cognitive et répéter les annonces. Mais même quand on les répète, il y a une espèce de phénomène de refoulement, et souvent des adolescents disent qu'ils ne se souviennent plus, même si 15 jours avant on leur a dit. Il y a quelque chose de l'ordre de « je n'ai pas envie d'en parler », mais qu'il ait envie ou qu'il n'en ait pas envie. Là maintenant, dans notre équipe, on cible vraiment toutes les tranches d'âge, et on sait que au moins 3 fois chaque enfant greffé, en fonction de l'âge de la greffe évidemment, aura une redite de son histoire, au moins par mois pour le moment, mais éventuellement après par les équipes d'éducation thérapeutique, on s'est rendu compte de cette importance-là. Et moi je sensibilise les parents effectivement à leur en parler, à ne pas faire de déni. Oui, et par le médecin référent, je pense que c'est important aussi. Et par le médecin référent. Alors ça, oui, après c'est dans la relation médecin-psychologue, enfin bon, c'est l'un ou l'autre, on s'entend, mais le principal, c'est qu'on sache que l'enfant a eu cette réannonce en fonction de son maturation. Oui, ok.
Donc merci pour cet exposé qui m'a beaucoup parlé, bien qu'étant néphrologue d'adulte. Pour deux raisons. D'une part parce que nous, néphrologues d'adultes, on voit souvent les parents dans le cadre de l'évaluation pré-don. Donc on est amené quand même à avoir un petit peu la perception des différents éléments que vous avez évoqués sur les relations entre les parents et les enfants et puis l'équipe soignante. Le deuxième point, c'est que Georges Deschênes a quand même beaucoup de chance d'avoir une psychologue comme vous à temps plein, donc je l'envie. Voilà. C'est pas le cas des équipes de néphrotransplantation, bien que normalement on devrait réglementairement être astreint à en avoir un. Et je voudrais en fait insister sur un point qui concerne vos dernières diapositives, qui m'a encore plus parlé, c'est l'oiseau qui quitte le nid. En fait, l'oiseau qui quitte le nid, c'est une vraie problématique entre justement les pédiatres et les néphrologues d'adultes. Donc on a bien compris ce que vous vouliez dire quand il allait s'autonomiser par rapport aux parents. Mais il y a beaucoup de difficultés à s'autonomiser par rapport aux pédiatres. Ah, ça. Qui très souvent d'ailleurs ont un regard très parental aussi sur ces enfants qui ont du mal à les lâcher. Et donc nous, quand on les récupère vers 18, 20, 25 ans, 30 ans, voilà, on se retrouve confronté quand même à une petite difficulté de prise en charge. Ils sont tellement attachés à Georges Deschênes que voilà, ils se disent qu'est-ce que c'est que ces méchants docteurs qui vont encore me rechanger mon traitement, enfin bon. Et donc, ma petite question, c'est est-ce qu'il y a une petite approche de préparation justement au monde des adultes et notamment à la prise en charge dans les équipes de néphrologie adultes? Écoutez, M. Ronco m'a demandé de parler de les réactions psychologiques parentales. Donc, je suis restée dans les réactions psychologiques parentales. J'en profite. Mais je veux bien faire tout un topo sur les réactions psychologiques des médecins. Voilà. Voilà. Parlez en toute confiance. Vous êtes enregistré d'ailleurs. La télé est là. Non, mais sincèrement, je pense, en tout cas, je ne peux parler que pour l'équipe dans laquelle je travaille, avec M. Deschênes, on est de plus en plus sensibilisés à cette problématique, parce qu'on sait que le taux de perte des greffons à l'âge adulte est vraiment très, très prégnant, je crois, entre 22 et 25 ans, et devant ces constats, on doit, nous, en pédiatrie, vraiment faire quelque chose pour améliorer tout ça. Donc on a une réflexion autour de la transition qui tient compte également de la position des parents par rapport à cet enfant, ils oublient parfois de le voir grandir. Les parents oublient, mais les médecins aussi. Donc c'est sûr que des psychologues comme moi, on vient titiller. Hein, donc voilà, donc engager des psychologues. Je voudrais donc juste terminer pour dire que sur une diapo, il y avait responsabiliser, mais pas trop. Autonomiser finalement, mais pas trop non plus. Et les pédiatres sont comme ça, tu vois. Ils sont dans cette balance, et cette balance est humaine. Et donc, chaque pédiatre peut être exactement à côté de l'équilibre. Merci de l'avoir souligné, Bruno. Pour votre attention, et on est à 2 pas du buffet, en principe. Je voudrais dire juste un ultime, très court. Je remercie de l'excellent exposé que vous avez fait sur l'accompagnement nécessaire dans ces problèmes de maladies rénales, surtout vis-à-vis des enfants. Voilà. Je suis à la Fédération nationale des insuffisants rénaux et on voit bien tous les jours la nécessité de ça. Et je vous remercie surtout à la fin d'avoir noté l'importance que pouvait jouer, le rôle que pouvait jouer une association comme la nôtre dans cet accompagnement. Et d'ailleurs, c'est le thème que nous avons choisi pour notre slogan « Accompagner vers la meilleure autonomie ». Merci. Merci.